Merci. C'est toujours un ravissement de vous savoir nombreux à regarder Espace TV, mais également à écouter Radio Espace lorsqu'il est 13h tous les dimanches dans votre émission Au fil de la semaine, l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité nationale qui s'est écoulée toute la semaine durant les 7 derniers jours, bien sûr. Merci de nous regarder à Kankan, à Mandiana, mais aussi à Sigiri, à Dingirai et à Lero, précisément, à Kindia. Merci à l'Abbé également, à Konkola. Voilà. Merci à tous et à travers le monde. Du yo-yo, cette semaine, il y en a eu au siège et au sein du RPG Arc-en-Ciel, alors que les noms se murmuraient pour la succession à Alpha Condé à la tête du parti pour la reconquête du pouvoir. Ce sont des listes de quelques noms de cadres qui seront d'abord distillés dans la presse avant que Kassori Fofana ne prenne le devant pour se faire désigner président du comité exécutif provisoire avec la bénédiction, il faut le noter, de Nantou Chérif et Saloum Sissé. Jeudi, l'ancien premier ministre sera installé, mais sans non-résistance. Malgré les muscles couverts de rouge, je vais bien parler des bodyguards mobilisés pour stopper toute dissidence. Son adresse aux militants sera tout de même perturbée par des voix opposées à sa désignation. À qui veut l'entendre, Kassori Fofana dit avoir été désigné par Alpha Condé, et c'est là avec cette liste qui lui aurait été transmise par Nantou Chérif et Saloum Sissé. Le congrès du parti est certes annoncé, mais qu'est-ce qui expliquerait cette agitation au sein du RPG? Cette situation vient-elle décrire davantage le malaise dormant au sein du parti? Quel rôle jouerait Alpha Condé dans tout cela? Entre autres questions que nous nous posons sur ce sujet. Un peu plus tôt dans la semaine, il faut le préciser également, 56 partis politiques ont haussé le ton pour alerter l'opinion nationale et internationale quant à d'éventuelles manifestations qu'ils pourraient amorcer si le CNRD ne les impliquait pas dans la conduite de la transition. Dans un document de 3 pages, plusieurs points de revendication sont énumérés, dont entre autres la vision unilatérale du CNRD dans la conduite de la transition, l'indéfinition de la composition du CNRD, la mission dite dévoyée de la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, et la non-liberté de manifester des citoyens. Un autre sujet qui nous intéresse dans cette émission, un conseil des ministres. Cette semaine, le président de la transition a informé le conseil que les assises nationales seront organisées à partir du 22 mars 2022 sur l'ensemble du territoire national, mais aussi à l'extérieur. Ce programme sera piloté avec l'appui de la primature sur le plan national par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, et sur le plan international par le ministre des Affaires étrangères. En attendant le 22 mars, et il est quand même nécessaire de s'interroger sur les termes de référence, les TDR, la nature des assises, qui sont les participants réels, combien de temps dureront-elles, où se tiendront-elles, entre autres questions que nous nous posons également avec mes invités de tous les dimanches, Tcherno Amadou Kamara, il est administrateur général du site guinée114.com. Monsieur Kamara, bonsoir. Bonsoir Daouda, bonsoir aux téléspectateurs et aux auditeurs. Des téléspectateurs dont tu perces les yeux désormais, hein? Bon, il y a ces Français que nous ne comprenons pas. C'est la sapologie. Il est entré dans le cercle de la sapologie. Alors tu casses les yeux des téléspectateurs. Ah, bon, vous savez, quand on vous appelle le soir pour vous dire que vous êtes invité à une émission télé et qu'on vous dise qu'il y a une dame comme Diana qui vient à cette émission et qu'il y a trop de prétentieux, mais il faut quand même... On a tout compris. Mamadi Terna Kamisoko, vous êtes rédacteur en chef à la RTG Boulbinet et également administrateur du site infochrono.net. Bonsoir. Bonsoir Daouda Mohamed, bonsoir à tous. Et lui, c'est Alpha Kabinet Sidimé, il est administrateur général du site actuguinée.org. Bonsoir, monsieur Sidimé. Bonsoir, mon cher Daouda.
Diana Diallo qui dit que je la salue toujours après tout le monde. Aujourd'hui, je te salue avant Bangali Yansane. Bonsoir Diana. Au moins, bonsoir David, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, Bangali Yansane, mon complice de cette émission. Ouais. Bonsoir. Bonsoir Daouda et bonsoir à tous les auditeurs. Et il nous accompagne à la technique radio, Mohamed Kamara, à la régie télé, Mafata Sano, et Alia Kamara Sokra et toute l'équipe de ce côté. On part tout de suite avec cette émission, avec les sujets principaux, mais juste avant cette virgule. Merci d'être encore là. On commence cette émission avec Thierry Amadou Kamara. On a suivi, c'était hier nuit sur la RTG, la population de Gawal qui passe de 30 millions à 300 millions. Le Premier ministre qui, en tout cas, des annonces voilées de toute façon. Oui, effectivement, parce que c'est vrai que l'opinion, si on s'en tient à ce qui se passe sur Facebook, s'attarde sur ce lapsus qu'il y a eu de la part du Premier ministre, Mohamed Biavogui, mais il y a plus important que ça. Oui. Ce n'est pas qu'il ait fait ce lapsus en parlant de 300 000, il dit 300 millions. Et ce lapsus lui-même, si on pouvait s'y attarder un peu, n'est que tout le reste du contenu d'ailleurs de cette interview ne constitue que, je vais dire, l'expression d'une sorte de gêne à ce Premier ministre. On sent qu'il n'est véritablement pas libre de ses mots. Non, même pas libre de ses mots, mais il n'est pas le maître du jeu. Il ne le maîtrise pas. Vous voyez qu'on vient défendre un projet quand même de 6 millions de dollars, je pense, pour la digitalisation de la RTZ. Mais le journaliste pose au moins 3 questions sur ce sujet. Et finalement, vous qui écoutez, vous n'en retenez rien parce qu'il ne maîtrise même pas le sujet. Il ne sait même pas si la RTZ Bolbinet et la RTZ Coloma font 2 studios. Et on le voit tâtonner là-dessus. Alors, il venait quand même défendre un projet de 6 millions de dollars qu'ils ont signé avec notamment le Trésor français. Oui. Il y a aussi cette histoire d'électricité avec ce bateau où ils disent avoir réalisé une économie, je pense, de 14 millions de dollars en renégociant en quelque sorte un contrat qui avait été négocié par l'administration précédente, l'administration Alpha Condé. Même là, en parlant de Garafri, il ne sait pas combien de tribunes il faut relancer. C'est quand même le Premier ministre depuis même 5 mois et il ne sait pas à Garafiri combien de tribunes sont en panne. Il dit, je pense, et en venant à cette interview, qu'il n'ait pas de statistiques, qu'il n'ait pas de chiffres vraiment auxquels il croit lui-même à donner. Je me demande quelle était l'opportunité de faire cette interview si ce n'était que de montrer les insuffisances, les imperfections de son administration, mais surtout à lui-même le fait qu'il manque, de contrôle aujourd'hui de ce qui se passe au sein du gouvernement. On a vu ce qu'il dit concernant Simandou, le gisement de fer de Simandou. On a juste entendu que le président de la transition, qui pourtant s'était engagé quand il a pris le pouvoir, de ne pas remettre en cause les contrats et conventions qu'il a trouvés, et il avait rassuré le secteur minier. On a entendu 2 ou 3 mois après, son ministre des Mines prenant fonction avait annoncé qu'ils allaient engager des révisions et que certains permis pourraient être retirés. Et après, c'est le Premier ministre qui revient hier sur le plateau pour dire qu'on ne renégocie rien, mais il s'agit de revoir la façon de travailler dans l'exploitation du gisement de fer de Simandou. C'est qu'on avait besoin de savoir hier, parce que le compte-rendu du Conseil des ministres avait dit exactement ce qu'il a dit hier sur le plateau de la télévision. Qu'est-ce que le colonel Doumbouya reproche à la conduite du projet Simandou? Quels sont les éléments sur lesquels il a des questions et des questions qu'il a posées et pour lesquelles questions il n'y a pas eu de réponse? Et quelles sont les responsabilités de l'administration guinéenne en tant que telle dans le fait que ces questions-là persistent? Quelles sont les responsabilités des sociétés engagées dans ces projets-là? Des partis en un mot. Parce que justement, vous avez dû entendre ces suspicions. On vous
vous apprend que Georges Soros et Benny Simmons ont fait finalement la paix. Et après, l'ombre de Benny Simmons plane désormais sur la transition en Guinée. Et on se rappelle qu'en 2013, je pense si c'est en 2012 ou 2013, Alpha avait réorganisé ici même sa garde parce qu'on nous avait même dit ici qu'il y avait un coup d'État, une tentative de coup d'État qui s'organisait de la part de Benny Simmons qui venait d'être en quelque sorte spolié de sa marche. Donc, vous avez vu quand il y a toutes ces zones d'ombre sur une question et vous êtes Premier ministre, vous venez à la télévision nationale pour répondre aux questions d'un journaliste, vous devez au moins approcher, bon pas approcher, mais inviter le ministre sectoriel à vous fournir les éléments de langage nécessaires et vous préparer cela. Vous avez quand même une équipe de communicants. Je ne comprends pas comment tous ces grands journalistes qui se sont retrouvés à la primature finalement, comment tout ça s'est passé. À quoi servent-ils? À quoi servent-ils pour que le Premier ministre vienne sur le plateau de la télévision nationale? Il n'a même pas un stylo, il n'a même pas une feuille. Il vient comme ça et puis on ne peut pas... Et c'est la bourde. Et c'est même pas une bourde, hein. Ce qui s'est passé, c'est au-delà. Et il faut trouver un autre mot. Et il faut quand même... On ne peut pas quand même se taire là-dessus. Alors c'est la catastrophe. On ne peut pas quand même se taire là-dessus parce que nos amis des médias publics ne sont pas loin de nous ici. C'est-à-dire que je me rappelle quand... comment je vais dire ça? C'est quel juge qui le disait quand il y a eu le coup d'État? Je pense Maître Traoré qui disait, l'avocat Maître Traoré qui est maintenant au CNT, je pense que c'est pas lui, si c'est pas lui qui m'en excuse. Il avait dit que la liberté en fait, les magistrats, quand on parle de liberté des magistrats, c'est à eux-mêmes. C'est-à-dire que ça dépend d'eux. Même les journalistes aussi, la liberté, ça dépend d'eux. Comment vous pouvez être sur le plateau d'une télévision, vous interviewez un Premier ministre, vous êtes incapable de le relancer sur des questions intéressantes, vous lui posez une question sur le dialogue, il s'en va dans des consultations. Et puis, les 300 millions, le journaliste aurait pu quand même être gentil pour recadrer, pas recadrer, mais rectifier le Premier ministre. C'est un être humain. C'est un être humain, il peut faire parce que la population guinéenne, elle-même, elle fait combien, on le sait. Oui, Mamadi Terna Kamisoko, apparemment, vos micros deviennent mythiques désormais pour notre Premier ministre, parce qu'on sait, c'est encore lors d'une autre interview qu'il a aussi dit que cette autre grave erreur, je ne sais pas s'il faut dire, en tout cas, contre-vérité, que le CNRD n'a trouvé aucun copec à la Banque centrale, dans les caisses de l'État. Pendant ce temps, il y a des dépenses qui sont opérées par le même CNRD. On s'est demandé à l'époque d'où venaient tous ces montants investis avec le CNRD. Oui, vous avez également suivi cette interview du Premier ministre. Absolument, je l'ai suivi et je trouve Thierno Amadou quand même un peu dur et à l'encontre non seulement du Premier ministre, mais également de la RTG en quelque sorte. Je ne suis pas l'avocat de la RTG, je ne suis pas le porte-parole de la RTG, je ne suis pas habilité à parler au nom de la RTG. Ce que je sais par contre... Non, tu es habilité. Tu es habilité quand même. Tu es responsable quand même à la RTG. Pas du tout. Pas du tout. Il faut qu'on recadre les choses. Oui, mais écoute, pour l'honnêteté vis-à-vis de ceux qui t'écoutent, dis-leur que tu es quand même responsable à la RTG. Tu es rédacteur en chef. Voilà, tu es quand même rédacteur en chef, qui est tout puissant rédacteur en chef quand même. Tu n'es pas un stagiaire. C'est une des voix autorisées. Comme ça, les auditeurs savent que tout ce que tu diras dépendra. On est quand même plus à l'époque de l'autre qui interpellait que de ne plus parler au nom de la RTG quand même, Mamadi Terna. Vous voulez citer Savané? Je suis un journaliste indépendant, même si encore une fois, je travaille pour un média de service public. J'ai l'habitude de participer aux émissions de débat. J'ai l'habitude d'avoir mon mot à dire sur des sujets concernant la nation. Mais sur ce dossier spécifique, je le dis encore une fois que Thierno Amadou a été un peu dur avec le Premier ministre. C'est vrai que je relève aujourd'hui que l'interview, je me dis que ça n'a pas été préparé et comme ça se devait. Parce que lorsqu'un Premier ministre... Est-ce qu'elle l'a vraiment été? Comme ça se devait ou pas, mais est-ce qu'elle l'a vraiment été? Parce que, je le dis qu'il y a eu un travail préliminaire qui avait été fait, parce que j'avais vu sur la plateforme de la primature, quand même une annonce, disant que le Premier ministre allait être invité du journal de 20h30. Et j'ai vu cette annonce à partir de 15h.
vers 15h. Vous pouvez aller encore sur la plateforme sur la page Facebook du ministère de la Primature. Oui. Vous verrez que l'annonce est là-bas. C'est intervenu vers 15h comme ça. Donc je me dis qu'entre 15h et 20h30, ils avaient eu la latitude d'entretenir le présentateur et de s'accorder sur les différents éléments de l'interview. Ouais. Mais si tout ça n'a pas été fait et qu'on voit que le Premier ministre avait du mal à répondre à certains sujets, je me dis que quelque part, ce n'est pas la responsabilité, ce n'est pas la RTG de répondre à ces situations. On considère que le Premier ministre a une équipe de communication, il y a des grands professionnels autour de lui, des gens qui m'ont même encadré, que je connais parfaitement bien. On dit à Aboubacar Camara. Hein? Oui, Aboubacar Camara. Un journaliste talentueux quand même. Un journaliste très talentueux qui est aujourd'hui en charge de la communication du Premier ministre. Il y a d'autres, les Mohamed Banks, il y a... En tout cas, qui a la bonne bosse des interviews. Il y a vraiment une équipe très dynamique, très solide autour de lui. Je ne sais pas si l'équipe a été impliquée du début jusqu'à la fin, mais ce qu'il faut souligner quand même, il y avait des incohérences dans le débat qu'on pouvait corriger avec une très bonne préparation, ce qui n'a pas été le cas. D'accord. Oui, Alpha Cabinet Sidimé, est-ce qu'une erreur où le Premier ministre n'est pas libre, en tout cas à le suivre, n'est pas libre de ce qu'il dit? Bon, à dire vrai, ce Premier ministre n'est pas du tout libre. Moi, je le prends mot sur les langues. Vous savez, quand la ministre de la Justice a été limogée, c'était encore lors d'une interview, on l'avait demandé. Et s'il était au courant de cette nouvelle décision, ou si toutefois il était au courant des bisbilles qui se passaient entre la ministre et la présidence. Et le secrétariat général. Et le secrétariat général. Dans sa réponse ce jour sur la même RTG, il disait ceci. Chacun de nous a été invité, chacun de nous a été sollicité et chacun de nous s'est retrouvé dans le gouvernement. C'est pour dire tout simplement, il n'est chef de gouvernement que sur les mots, pas dans la pratique. D'accord. Donc, à dire vrai, il n'est pas libre. C'est le premier des ministres. Justement, c'est le premier des ministres. Ce n'est pas le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, c'est sur papier. Ouais. Parce que, en partant de ce qu'il avait dit lui-même, maintenant, par rapport à ce qui s'est passé hier, Terna, c'est vrai ce qu'il a dit. De 15h à 20h, on pouvait quand même préparer cette interview. Mais d'ailleurs, je ne voyais même pas du tout l'opportunité. Parce qu'il y avait des incohérences dans les différentes réponses. Ouais. Ce dont on avait besoin, on ne l'a pas eu. Donc, pourquoi cette interview? Jusqu'à aller endormir encore ou bien éveiller certaines consciences, dire que Gawal dépasse désormais, je ne sais pas combien de millions, 300 millions. Oui. Or, en 2016 déjà, Gawal avoisinait les 200 000 habitants. 207, quelque chose. Voilà, avoisinait les 200 000, bon, enfin, d'accord, 200 000 habitants. Oui, prenons 200 000 habitants. Donc, c'était en 2016. À supposer maintenant qu'avec la découverte de l'or à Koussitel, il y a eu quand même certaines migrations, d'accord? Mais Gawal, jusqu'à preuve du contraire, toute la Guinée ne peut pas même pas faire toute la Guinée ne fait même pas 30 millions d'habitants. La Banque mondiale, le dernier recensement de la Banque mondiale, c'était 13 millions et quelques. Non, c'est un lapsus. Hein. Donc, vous voyez. Donc, voilà. Maintenant, le journaliste qui était là, aussi talentueux, qui était au courant de cette information, même si c'est vrai, il voyage rarement à l'intérieur du pays. Parce non, que on n'a pas besoin de voyager. On peut comprendre ça quand même. On n'a pas besoin de voyager ou même d'aller à Koya pour... Le doyen, on n'a pas 300 millions. Voilà, on n'a pas 300 millions parce que là, ça sonne très mal d'abord à l'oreille pour celui qui connaît la Guinée. Donc, le doyen Fana Souma pouvait rectifier ce tir-là. Et maintenant, les autres sujets, là, le Premier ministre est passé carrément à côté. Nos confrères, nos encadreurs d'ailleurs, qui sont au niveau de la primature, doivent désormais quand même se ressaisir. Si toutefois, ce Premier ministre, Mohamed Beavogui, qui doit passer sur le plateau de la RTG, mieux vaut l'encadrer à l'avance. Ou n'importe quel plateau. Ou n'importe quel plateau. Voilà. Il faut l'encadrer. Il ne faudrait pas qu'il se gêne. Monsieur Aboubacar Camara, partez vers lui, dites-lui, parce qu'il ne maîtrise pas toutes les données. Oui. Ça fait 6 mois qu'il est là. C'est quand même bizarre. 6 mois, vous êtes, comment dirais-je, au palais de la Colombe là-bas, vous ne maîtrisez pratiquement aucun dossier sur des sujets brûlants de la nation. Ça, quand même,
c'est aussi inexplicable. D'accord, oui, Diana, c'est quand même un premier des ministres qui est figurant en quelque sorte. Il est juste là parce qu'il faut meubler la primature, mais apparemment la transition se passe sans lui. Oui, malheureusement, voilà, tonton Sidimé tout à l'heure a parlé de l'opportunité de l'interview d'hier. Récemment, quand il y a eu le problème de... quand il y a eu le déguerpissement ou alors quand on voulait déguerpir Cellou Dalein et Sidya Touré, oui. On a vu le ministre de l'Urbanisme avec le secrétaire général à la présidence, ils sont venus à la RTG. On savait bien qu'ils sont venus pour parler du cas Cellou Dalein et de l'UFR, donc on savait ce qui se passait. Et hier, l'opportunité de passer à la RTG, à mon avis, il devait d'abord, puisque le Premier ministre, il est celui qui est chargé du cadre de dialogue. À mon avis, je pense que ça aurait été important de mettre un accent sur comment rencontrer les partis politiques, comment réconcilier tout ça, comment parler de la mise en place ou alors des assises nationales qui sont projetées. Et vous savez que ça n'a pas commencé hier. On sait que le Premier ministre ne maîtrise pas les dossiers de la République. Il était à Abuja à un moment donné. Il a parlé de la mise en place du CNT avant décembre, la fin de l'année dernière. Et après, il a été d'ailleurs démenti par le gouvernement. Par le CNRD. Par le CNRD. Il a été démenti par le CNRD. Et aussi, vous vous rappelez aussi... lorsqu'on a renommé l'aéroport international Bessia à Ahmed Sékou Touré, il avait dit d'ailleurs qu'il n'était pas au courant. Donc on sait qu'il est déconnecté et lui-même il le dit. Et d'ailleurs, lors d'une de ses interviews, il avait dit qu'il ne connaissait vraiment pas la Guinée jusqu'à être Premier ministre. Donc je pense que Monsieur le Premier ministre, si vous ne maîtrisez pas les dossiers, si on ne vous laisse pas travailler, si on ne vous laisse pas prendre des décisions, si vous n'êtes pas impliqué, démissionnez, Monsieur le Premier ministre. En tout cas, voilà. C'est plus simple que ça. Oui, Bangali Hassane, à vous remuer la tête. Donc, oui, tout à fait. Vous avalisez ce que Diana dit. Oui. Et s'il n'est pas impliqué, qu'il démissionne. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec Diana. C'est très simple. C'est pas aussi très compliqué de gouverner. Il est aujourd'hui à la tête de la primature, mais si vraiment que la main ne lui est pas vraiment libre, il n'a pas la main libre de ce côté-là, je pense que c'est le bon moment, mais vouloir continuer, persister dans cette erreur-là, c'est amener la population à avoir un certain doute sur comment les choses sont en train de gérer. Cette interview ratée du Premier ministre, moi je l'incombe également à ses confrères qui se trouvent du côté de la primature. Ses collègues. Hein. Voilà, ses collègues, pardon, qui se trouvent aux côtés, merci beaucoup, qui se trouvent aux côtés de la primature. On les a cités, on a cité quelques-uns d'entre eux tout à l'heure. Les collègues de Terna, il veut dire. D'accord. Bien. Okay, je pense. Donc, et ils sont là pour un travail bien déterminé. Et ce travail-là consiste à aider le Premier ministre à s'exprimer, à se prononcer sur tel ou tel sujet par rapport à la réussite de la transition. Mais si vraiment cette communication-là ne passe pas bien, ça veut dire que leur responsabilité est engagée aussi. Donc, ils doivent tout faire pour amener les uns et les autres à la raison, pour pouvoir jouer vraiment pleinement leur rôle. Parce qu'ils sont au niveau de la primature. C'est pas pour des cas de figure, pour figurer tout simplement, mais c'est pour aider le Premier ministre à réussir dans ses sorties médiatiques. Mais si vraiment de telles choses continuent de se répéter, parce que ce n'est pas la première fois, vous l'avez dit, si de telles choses continuent à se répéter, donc là, on va commencer à comprendre qu'ils sont là, mais franchement, ils ne jouent pas leur rôle et franchement, c'est la transition qui va basculer, qui va passer à côté. Et quand c'est comme ça, je pense que ça ne fait pas honneur au pays, ça ne fait pas honneur à tous les Guinéens. D'accord. Voilà, juste une précision, juste une minute. Tiens, Amadou d'abord, rapidement. Non, je voudrais dire que, vous savez, on en a parlé, même les autres interviews de Mohamed Bouavogui, quand il nous a dit, par exemple, ici, qu'ils ont trouvé un déficit de 3 000 milliards. Et c'est combien de milliards? Après, qui a été repris par son ministre Gawal, mais qui n'a pas su placer les mots qu'il faut, qui parle de déficit de dette. On ne sait pas finalement si c'est déficit, c'est dette. C'est des gens qui, quand même, Gawal a été quand même député de la République. Jusqu'à présent, ils ne comprennent pas. Cela ne fait pas en matière de finances publiques. Cela ne
différence pas de à lui faire entre un quelqu'un qui est déficit. confronté Bon, aux ça, ce n'est chiffres. qu'une parenthèse. Oui. Mais vous savez, il faut questionner même le système de communication de l'agence, de système actuel. Vous avez quand même la DCI, la Direction de la communication et de l'information, où il y a notre frère Moussa Moïse et d'autres confrères que nous connaissons et qui se débrouillent tant bien que mal pour faire un bon service. Mais au-delà de cette DCI-là, vous avez le ministère de l'Information et de la Communication, auquel on a donné désormais la prérogative de la coordination de la communication gouvernementale. C'est-à-dire que désormais, si vous avez lu, Terra a dû le lire, le décret fixant l'organisation et le fonctionnement du ministère de l'Information et de la Communication, désormais, comme le ministère du Budget envoie des DAF ou autres là, au niveau des ministères, le ministère de l'Information et de la Communication envoie ou alors coordonne le travail des responsables de la communication et des relations extérieures de l'ensemble des ministères. Oui. Et à côté, vous avez une cellule de communication du gouvernement qui est rattachée directement au Premier ministre. Bon, le Premier ministre lui-même a le poste de Camara, c'est conseiller à la communication, mais vous avez aussi un service de communication à la primature. Oui. Vous avez le porte-parole du gouvernement qui nous avait annoncé lui aussi une cellule qui va, en tout cas une équipe qui va s'occuper de ce travail, que lui n'interviendrait que lorsque il était question de le faire. Bon, vous avez toute cette cacophonie-là fait que jusqu'à présent, on n'a pas une bonne communication autour des actions du CNRD, autour des actions du gouvernement. On n'a que quelques vidéos que la DCI monte et envoie sous forme de propagande dans lesquelles on glisse parfois des mensonges qu'il faut quand même dénoncer. Des contre-vérités. Des mensonges, je suis libre de mes mots, qu'on met dedans. Donc, je dis une fois encore, il y a quand même ce système de communication du gouvernement qu'il faut repenser parce que c'est assez intéressant. D'accord. Au-delà de ça, Daouda, il faut quand même dire que nous avons des responsables parfois qui vont à des interviews, et même ici parfois dans les grandes gueules, ça me fait rire. Parfois quand l'émission est en cours, on entend la mine dire appelez un tel X. On l'appelle, il prend et puis il vient à l'antenne sans préparer. Il se noie. Sans avoir préparé son interview. Il vient, il parle à l'antenne et puis bonjour les dégâts. Il y a quand même ce qu'on appelle du media training. En tant que Premier ministre, il devait être face à son responsable de la communication hier, répondre à toutes les questions qu'on lui a posées, faire une simulation avant de passer à l'antenne. Alpha Kabila Sidimé, rapidement. Voilà, c'est vrai que nos confrères qui sont du côté du palais de la Colombe sont parfois responsables, mais allons au-delà de ces confrères aussi. Vous savez, à la primature, il y a quand même des conseillers. Des conseillers en charge de l'économie, des conseillers en charge des mines. Donc, en tout cas, tous les départements ministériels ont quand même il y a une panoplie de conseillers qui tournent, qui sont chèrement payés, qui devaient participer à la préparation, avec des avantages énormes. Ces conseillers devraient en principe participer à la préparation d'une interview du Premier ministre. Parce que le Premier ministre, face à un média, que ce média soit public ou média privé, quand même, a toute la Guinée derrière lui. Donc, il tombe aussi bas, il fait tomber le pays dans le gouffre. D'accord. Surtout en matière de communication, c'est extrêmement grave. D'accord, merci à vous Alpha Kabila Sidimé sur cette question. Avant d'aller avec les sujets inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres de cette semaine a été quand même celui qui nous a produit assez d'éléments importants. On a désormais les ministres qui sont consignés à cultiver chacun 50 hectares de riz pour inciter à l'agriculture. Oui, Mamadi Terna Kamisoko. La première question qu'on se pose, est-ce que les ministres sont-ils les bonnes personnes visées par ces instructions du président de la République? D'où viendront les fonds qui vont permettre cette agriculture de 50 hectares par ministre? Et pendant ce temps, on nous parle quand même de caisses vides. Oui, c'est vrai qu'il y a une incohérence dans ce qui a été annoncé et les réalités sur le terrain, parce que je vois que la décision prise par le Conseil des ministres ne cadre pas en quelque sorte avec les objectifs visés actuellement par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Oui. Parce que lorsqu'on voit le ministre de l'Agriculture sur le terrain, Mamoudou Nanyale, on voit qu'il est en train d'acheminer des engrais actuellement à Conakry, ces engrais qui doivent être distribués aux différents producteurs locaux. Mais lorsqu'on demande, pendant que le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage est en train d'acheminer des engrais, des intrants agricoles pour les producteurs locaux, de l'autre côté, il y a le gouvernement
qui demande à ce que ces différents ministres aménagent ou cultivent 50 hectares, oui. ça veut dire que quelque part, il y a une incohérence à ce niveau. Parce que qu'est-ce qui risque d'arriver? Lorsqu'on demande au ministre de mettre en valeur ces 50 hectares, qu'est-ce qui risque d'arriver? Les intrants qui devaient être destinés aux producteurs, aux producteurs locaux. Est-ce que ce ne sont pas ces mêmes intrants maintenant qui seront donnés au ministre pour la mise en valeur de ces privilégiés? Parce que ce qui risque d'arriver, il y a que les ministres actuellement, ils n'ont pas ces domaines. Oui. Les ministres là n'ont pas de domaine. Ils n'ont pas de domaine dans les différentes localités. Comment ils vont se procurer C'est les producteurs, ces comment domaines? ils vont avoir ces terrains-là, les aménager, avoir du temps pour les cultiver. Ça, c'est pas un objectif immédiat. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est rester dans la continuité de ce que le régime précédent faisait, parce que de 2011 à maintenant, il y a énormément d'appuis qui ont été injectés dans le secteur agricole. Ouais. Il y a beaucoup d'intrants qui ont été acheminés sur le terrain. On peut capitaliser ces acquis et mettre ces producteurs en confiance, leur dire que désormais, ce qu'ils vont produire ne vont pas périr sur place. Parce que ça, il faut quand même mettre toute la chaîne de valeur en confiance. Si cette chaîne de valeur n'est pas mise en confiance, ça va être difficile qu'on atteigne l'objectif recherché dans le domaine de l'agriculture. Et cela passe forcément par la mise en confiance des différents producteurs locaux. Mais avec les ministres, ça ne marchera pas parce qu'on a vu avec le régime Alpha, beaucoup de ministres s'étaient reconvertis ces derniers temps dans l'agriculture. Ouais. On a vu des Damaro qui avaient énormément d'hectares, les Baïdi Haribo, beaucoup d'autres hauts cadres qui avaient... Mais après la récolte, qu'est-ce qu'on voyait sur le terrain? Est-ce que la répartition se faisait? Est-ce que ça a contribué à réduire aujourd'hui l'importation de riz? C'est la grosse question qu'il faut se poser. Oui, Diana, sur cette question, on est tenté quand même de se poser assez d'interrogations. Comment ils vont d'abord obtenir les terres à cultiver? Et d'où viendront les fonds pour mettre en valeur cette terre? Est-ce qu'on n'a pas d'autres champions aujourd'hui qui sont dans l'agro-business qu'il faut accompagner que de parler d'un ministre quand même, hein? Voilà, comme il l'a dit tout de suite, hein, on se demande d'ailleurs où est-ce que l'argent viendra. Parce que moi, quand j'ai lu le conseil de ministres, j'ai vu 50 hectares par ministre. Je me suis dit, waouh, est-ce que c'est réel ça? Parce que je me dis que pour acquérir ces terrains, et puis ça prend du temps en fait. Ouais. Ça prend du temps. Et dans d'autres pays, en fait, la question que tu as posée tout de suite à Terna, dans d'autres pays, ce sont les leaders d'opinion, les stars, ce sont eux qu'on booste en fait. On les met en avant parce que la population, beaucoup se reconnaissent de ces personnes-là. Oui. Donc, quand ils font quelque chose, vous voyez, comme à la télé, par exemple, il y a les mineurs qui sont beaucoup affectés quand les stars font des choses, ils veulent faire la même chose. Donc, c'est la même chose. On voit par exemple le premier imam, là je me salue au Camara, qui incite beaucoup aujourd'hui dans les localités où il est dans l'agriculture. Exactement. Par exemple, lui, c'est un leader d'opinion aussi. Oui. Donc, quand la population voit certaines personnes dont ils prennent référence en train de faire des grandes choses comme ça, on se dit oui, c'est normal, c'est possible. Ça peut booster, puisque, à mon avis, c'est l'objectif. Mamadi Terna Kamisoko à Kintinia aujourd'hui avec des tracteurs pour cultiver. il va quand même inciter beaucoup à Kintinia. Absolument. Voilà. Oui, je pense, mais ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. Et vraiment, c'est très long. On ne connaît pas les objectifs, malheureusement, du CNRD. On ne connaît pas les objectifs. Nous sommes dans la mine. Non, c'est cher quand nous sommes dans la mine. Donc, c'est l'argent des mines qu'on va injecter. Attention, le problème n'est pas le fait que les terres soient chères. N'oubliez pas que... Non, ils peuvent octroyer les terres, n'est-ce pas? Non seulement octroyer, mais il y a des domaines aujourd'hui cultivables. On n'a même pas, j'ai juste oublié le chiffre, le ministre de l'Agriculture les avait annoncé. On n'a même pas, je pense, couvert 20 ou 30% de la surface cultivable. C'est une très bonne idée. Dans chaque préfecture du territoire, 6 millions de terres cultivables. Voilà. Donc, il faut quand même dire que Diana, je suis d'accord, et je pense que c'est ce que tu as essayé de dire à Kamisoko. Il y a quand même un effet positif dedans, parce que quand on voit le ministre le faire, ça peut inciter l'artisan à croire davantage à ce qu'il est en train de faire à l'activité. Parce qu'il y a beaucoup qui abandonnent au fil du temps
qui Vous abandonnent savez, parce qu'ils ne croient plus dans les localités aujourd'hui minières, ce que vous avez oublié. Et Alpha Condé a été impuissant face à ce problème tout le temps qu'il est resté au pouvoir. Oui. C'est que beaucoup ont abandonné l'agriculture au profit des mines. On avait même prévu un moment, et Terna, il peut le savoir parce qu'il est de Kintinia, Alpha avait dit que pendant la saison pluvieuse, que les gens remontent pour aller dans l'agriculture et que pendant la saison sèche, maintenant, ils viennent dans les mines, mais ça n'a jamais Il faut préciser que tu as arraché la parole sauf que tu n'es pas un avocat. Non, tu as arraché savez, la on me parole. le dit tout le temps. Pourtant, En fait, il y a tellement pourtant, on en avait parlé au cours de la semaine. Maintenant, Diana, tu Qu'ils le disent et là, je suis obligée. Voilà, Diana, tu C'est tout termines. le temps comme ça. Il y a beaucoup de sexistes ici. D'accord. Oui. Donc, non, je disais l'exemple, par exemple, de l'ancien ministre Teliwell aujourd'hui, Oui. qui a laissé toutes ses activités, qui se met aujourd'hui Qui est à l'abbé. Qui est à l'abbé, oui. fait Et de d'ailleurs, grandes choses. Espace a fait un reportage sur lui récemment. Oui. Et si c'était ça, le bonheur. Et si c'était ça le bonheur, c'était vraiment intéressant. Il est chez lui, il produit là et il est autosuffisant. Il participe aussi au développement de la localité, à n'importe moins, par exemple. Oui. Et vous savez qu'on a eu un président agriculteur ici, le président Lansana Conté. paysan, il s'est fait appeler comme ça, il a toujours dit qu'il était un paysan. Et voilà, malheureusement, le riz qu'il cultive encore coûte très cher par D'accord. rapport au riz qu'on importe. Donc, c'est vraiment une bonne idée. J'espère qu'ils vont le faire d'une autre manière. D'accord, oui, Sidimé. Bon, quand j'ai vu la nouvelle, je me suis juste posé certaines interrogations par rapport à ça. Ces ministres qui, aujourd'hui, dont le CNRD oblige à cultiver 50 hectares, resteront-ils sur place pour combien d'années encore ensemble? Donc, si toutefois, chaque ministre cultive 50 hectares sur place dans une des préfectures, est-ce que si ce ministre est limogé, ces plaines-là appartiennent à qui? Non, Il y a cette interrogation. limogé ou pas limogé. Voilà. Quand Donc, il investit sur 50 hectares, Voilà. à qui revient alors reviennent les retombées, les retombées. de l'agriculture? Ça, c'est une autre interrogation. Oui. Maintenant, l'actuel ministre de l'Agriculture qui est sur place, Mamoudou Nanyalim Bari, nous le voyons quand même un peu partout. Je ne sais pas si c'est un effet de toile ou pas, mais quand même, il faut attendre d'abord qu'il y ait qu'on atteigne la saison pluvieuse pour comprendre effectivement si toutefois ces va-et-vient à l'intérieur du pays porteront fruit ou pas. Parce qu'il faut attendre la saison pluvieuse pour le maçon se juge au dos du mur. Oui, si c'est pas chez nous, Voilà. il n'y a pas une période indiquée pour l'agriculture. Oui, quand mais même. puisque c'est chez nous, Voilà. donc restons dans ce cadre-là d'abord. Maintenant, au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a quand même des structures de jeunes aujourd'hui qui s'occupent de l'agriculture. À Kindia, par exemple, ils sont victimes d'incendies criminels. Oui. Des plaines sont détruites. Ils restent attendent sans que jugement. Voilà, donc vous voyez, sans jugement. Ouais. Pourquoi ne pas accompagner ces jeunes qui ont abandonné la capitale, ils sont à l'intérieur du pays. Ils ne font que cultiver. Tant la plantation, le riz, le manioc, tout ce qui est cultivable quand même, ces jeunes-là, dans ces différentes structures, ils sont d'ailleurs regroupés en différentes structures. D'accord. Pourquoi ne pas les encadrer, les épauler? Donc je pense qu'en le faisant, on peut mieux espérer que laisser un ministre aujourd'hui, d'ailleurs, la plupart de ces ministres-là, c'est vrai, ils viennent tous d'un village, mais beaucoup parmi eux ne connaissent pas leur village. Donc, sur quelle Mais souvent, terre? ils sont fiers de le dire. Sur quelle terre? Mamoudou quand même connaît son... Non, Mamoudou connaît son cancan. Son cancan natal. Mamoudou connaît son cancan natal, je suis d'accord. Voilà. Mais à part Mamoudou, si vous voulez, on peut citer. Gawal Il y a connaît de son ces Gawal. ministres, il y a de ces ministres qui ne Gawal connaissent pas connaît son ce Gawal. œuf. Il y a de ces ministres qui ne connaissent pas ce œuf. Alpha Condé, au temps d'Alpha Condé, on a vu. Il envoyait chaque ministre là à l'intérieur du pays, dans leur propre village. Mais je vous dis, tout de suite, il y avait de ces ministres qui avaient du mal à s'afficher. Parce qu'ils ne sont pas connus dans leur village, ils ne sont pas connus dans leur ville. Le Premier ministre qui a partagé Donc, vous voyez, entre Conakry, et Poredaka et Massaka. voilà. Donc vous voyez, on vous dit maintenant que ce ministre-là doit aller cultiver, mais où? 50 hectares, où il va puiser ça? Oui, Tcherno Amadou Kamara.
Non, je pense que la question ne se pose pas pour savoir est-ce qu'il faut aller cultiver chez soi ou pas. Et le territoire national, dans les 33 préfectures, n'importe quel ministre peut aller n'importe où, demander à avoir une terre et l'obtenir pour faire de l'agriculture. Parce que d'abord, ça profite à la population riveraine. Là n'est pas le problème. Mais non, moi, ça ne va pas profiter. Ça ne profite pas. Ça ne profite pas. Ça peut être un problème, Amadou. Ça peut être un problème. D'accord. Parce que c'est lui qui est allé cultiver. Permettez de terminer d'abord. Tiens, Amadou s'énerve tout le temps pendant que lui, il aime couper la parole. Je ne m'énerve pas, je le laisse parler. Non, parce que non, je ne m'énerve pas. Je l'ai laissé parler parce que Sidimé sait qu'il y a Sidimé sait qu'au cours de cette semaine écoulée, quelque chose s'est passé entre nous qui fait que quand lui il prend la parole, je dois me taire. Il le sait. Il sait pourquoi il m'a... Non, ça tu ne le sauras pas. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que parce que c'est quand même 50 hectares, le ministre il est obligé de payer de la main-d'œuvre. Il ne prendra pas, j'imagine ça ailleurs, il prendra ça au niveau de la population riveraine. Et après, pour la récolte, il y a quand même, ça profite toujours. Moi, je sais parce que mon village était riverain à un des champs de Lansana Conté, dans Dinguiré, et précisément à Afia. Et je sais que ça profite toujours aux populations riveraines. Maintenant, le problème, c'est quoi? Moi, parce qu'on a lu ce compte-rendu du Conseil des ministres, quelle est la valeur juridique de cette injonction du président? Il a demandé. Et j'imagine que demander, je ne comprends pas extrêmement français, mais j'imagine qu'il n'existe pas. Et c'est une sorte d'encouragement pour dire au ministre, je vous encourage en quelque sorte, peut-être qu'on aurait pu mettre le mot encourager les ministres à faire de l'agriculture. Mais je ne vois pas en quoi le président peut obliger les ministres à investir sur 50 hectares pendant qu'il est même incapable de leur donner des voitures confortables. Ça, c'est un. De deux, d'où viendra... Je termine. Ce n'est quand même pas lié. Non, mais attention. Non, travailler 50 hectares... Non, attention. Attention, on ne peut pas dire qu'on vit la récession, qu'on vit, comment il a dit, qu'on appelle ça, d'austérité. On ne peut pas dire qu'on vit l'austérité et dire à quelqu'un qu'il n'a qu'à investir 50 hectares, à moins que vous lui trouvez la source de financement. Il y a par exemple des activités qui se font. Il y a quand même de l'engouement autour de l'activité agricole au temps d'Alpha Condé. On avait notre ami Souleymane qui organisait le SADIN, le salon de l'agriculture. Oui, on voyait quand même des gens qui faisaient des efforts dans ce sens. On peut aller dans ce sens, mais dire au ministre d'aller le faire, c'est du populisme. Mais dans ce même compte-rendu du Conseil des ministres, parce qu'on en parle, tu disais que c'est un compte-rendu qui était quand même beaucoup informatif et tout ça. Il y a le panier de la mésangère, parce que je pense que cette histoire d'agriculture est aussi une réponse à ça. C'est parti de là, parce que Alpha avait promis l'autosuffisance alimentaire, mais quand il quittait, on importait encore beaucoup de le riz. On n'a pas atteint cette autosuffisance alimentaire. Ouais. On parle du panier de la ménagère, on crie sur les commerçants par là, alors qu'on a dit à la douane et aux impôts de doubler les recettes. Il y a eu, comment ça s'appelle même, ce contrat de performance que Alpha avait signé. Et il a été renouvelé par l'actuelle administration. On a dit à ces gens-là de doubler. Maintenant, dans ça, il y a aujourd'hui des difficultés qui se posent. On a le prix du carburant qu'on ne maîtrise pas au niveau local, même si le Premier ministre vient nous dire que le gouvernement paye sur chaque litre 2700 francs guinéens. Bon, tout ça, je ne comprends pas. Bon, finalement, pourquoi on a enlevé Alpha Condé? Parce que, je finis parce que, justement, il n'y a même pas un an, on était sur ce débat. Est-ce que le gouvernement subventionne ou pas? On était dans ça. On revient, on nous dit encore, non, nous finançons. Bon, finalement, qu'est-ce que vous reprochez à l'administration d'Alpha Condé concernant cette question précise? On n'a rien, mais c'est sérieux. Oui, donc, je pense qu'aujourd'hui, on est comme étouffé. Aujourd'hui, on est comme étouffé économiquement. Et on parle de répartition de la recherche. Je ne sais pas comment ils vont répartir cette recherche-là. L'avant-dernier Conseil des ministres avait annoncé, comment on appelle, une commission ou un comité qui allait travailler pour proposer des solutions pour alléger le panier de la ménagère. On ne sait pas quelles sont les conclusions de cette commission. Pendant ce temps, les prix ne font que grimper. Donc, je pense, à la veille du mois de Ramadan. À la veille du mois de Ramadan. Je pense qu'aujourd'hui... dans le mois de carême pour les chrétiens. Oui, et voilà. On en
parle même pas. Finalement, On pense même que c'est pendant le mois de Ramadan que ça chauffe, alors qu'il y en a aussi. Peut-être qu'il y a moins de consommation. Non, si. Et je ne sais pas comment ils gênent, si. Bon, mais je dis. Non, je dis moins de consommation par rapport aux musulmans. Mais je dis une fois encore, il y a aujourd'hui un malaise au niveau de la population sur le plan politique et tout ça, et les promesses qui n'ont pas été tenues. Oui. Mais aujourd'hui, il y a un autre malheur qui guette le CNRD, c'est vraiment les difficultés économiques dans lesquelles on est en train de s'enfoncer jour après jour. Et malheureusement, on ne voit pas un Premier ministre, un gouvernement qui est capable de nous sortir vraiment des mesures qui puissent atténuer nos souffrances. Bangali Hassane. Bien, par rapport à cette question, moi, je voudrais dire tout simplement que parce que la Guinée... À vous, par exemple, les moyens mis à disposition, vous débarquez à Forêt-Caria. Tout à fait. C'est l'enfant prodige qui... Non, mais Forêt-Caria, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Forêt-Caria, on ne peut pas dire qu'il y a une préfecture qui est damnée, qui est maudite, mais quand vous avez produit 3 premiers ministres et que c'est Mamadi Doumbouya qui vient faire votre route, non, vous devez quand même... mais attendez, on n'en est pas là. Laissez-moi parler. Moi, je voudrais dire tout simplement que la Guinée est en train de courir toujours après une véritable politique agricole. Parce que je me souviens très bien, on était très petits, mais quand même, on était là, on voyait, on comprenait les choses. Autant de Sékou Touré, il y avait ce qu'on appelle les FAPA. Les FAPA, je pense bien que Sidimé peut témoigner, et même Mohamed. Les fermes agro-pastorales d'arrondissement. Ouais. Et là, dès l'université, les jeunes étaient orientés vers l'agriculture. Vous étudiez à l'université et vous pratiquez l'agriculture et dans le cadre de l'État. Et je pense que c'est comme ça que ça se passait. Et toi qui es là, qui fais l'université, tu finis l'université avec déjà cette idée d'agriculture. Maintenant, au bureau, tu as déjà cette idée, devenu ministre. Je pense que l'idée est toujours là, la motivation est toujours là pour l'agriculture. Mais c'est ce qui a manqué aujourd'hui. C'est ce qui a manqué au temps de Lansana Conté, c'est ce qui a manqué au temps de Alpha. Et jusqu'à présent, on n'a pas la force de retrouver cette politique, cette véritable politique agricole en Guinée. C'est pourquoi, lorsque Alpha était là, c'était une manière de faire. Et aujourd'hui, cette manière est totalement différente, avec celle que veut mettre en pratique le CNRD, avec cette affaire, ce problème de 50 hectares chaque ministre. Je pense que c'est un problème qui va toujours continuer, qui ne va pas du tout facilement trouver la solution par rapport à cette question d'agriculture. Alors la Guinée a intérêt à sortir la tête de l'eau, parce que nous avons des pays dans la sous-région ouest-africaine aujourd'hui qui sont devant nous, dans ce sens-là, mais qui ne sont pas, dont la terre n'est pas tout à fait beaucoup plus fertile que la terre guinéenne. Je voudrais parler de la Côte d'Ivoire, par exemple, avec son cacao. Je voudrais parler du Libéria même avec son EVA. Je voudrais parler du Ghana avec son cacao, etc., etc. Mais ces pays sont devant nous aujourd'hui dans le cadre de l'agriculture. Mais... Pourquoi cela? Parce que tout simplement, la Guinée il n'y a pas de politique nationale. Voilà, politique nationale. Cohérente. Voilà, au temps de Alpha, on entendait la semaine agricole, le mois agricole, et aujourd'hui, on entend 50 hectares par ministre. Voilà, vous voyez un peu, jusqu'à présent, les autorités guinéennes sont en train de se chercher dans ce domaine-là, et il va falloir maintenant qu'on trouve la solution à ce problème, parce que la Guinée ne mérite pas cela, la population guinéenne ne mérite pas ce qui lui arrive. La population guinéenne ne mérite pas ce qui lui arrive, et en tout cas, moi, les moyens mis à ma disposition, je débarque à Wende Kenema, je débarque à Koundou Lengobengu, je débarque à Vasseredou. Je vais cultiver. Ça c'est une demande en live là. je vais cultiver. Il est en train de demander en live là. On poursuit l'émission. Il faudrait qu'on le supporte. Il faudrait que tu fasses partie de cette équipe. On poursuit cette émission juste après ça. Merci de nous rester fidèles et nous espérons que nous vous servons de la plus belle des manières et avec ces avis croisés des professionnels de l'information, des journalistes qui analysent, commentent et décryptent l'actualité qui a marqué la semaine qui s'achève. Je le disais, du yo-yo cette semaine, il y en a eu au siège et au sein du RPG Arc-en-Ciel alors que des noms s'est murmuré pour la succession Alpha Condé à la tête du Parti pour la
reconquête du pouvoir. Ce sont des listes de quelques noms de cadres qui seront d'abord distillés dans la presse avant que Kassori Fofana ne prenne le devant pour se faire désigner président du comité exécutif provisoire avec la bénédiction de Nantou Chérif et Saloum Cissé et d'autres cadres d'ailleurs du parti. Jeudi, l'ancien Premier ministre sera installé mais sans non-résistance malgré les muscles couverts de rouge pour stopper toute dissidence. Son adresse aux militants sera tout de même perturbé par des voix opposées à sa désignation. À qui veut l'entendre, Kassori Fofana dit avoir été désigné par Alpha Condé. On a quand même vu ce bout de papier qui a fait le tour des réseaux sociaux et même des médias les plus sérieux du pays. Le congrès du parti est certes annoncé, mais qu'est-ce qui expliquerait cette agitation au sein du parti? Cette situation vient-elle décrire davantage le malaise dormant au sein du parti? Quel rôle jouerait Alpha Condé lui-même, qui est le père fondateur de ce parti? Entre autres questions que nous nous posons. Et je commence avec vous et Thierno Amadou Camara. Est-ce que cette situation vient-elle mettre à nu le malaise qu'on a toujours trouvé au RPG Arc-en-Ciel? D'abord, puisque je parle sur le contrôle des spécialistes du RPZ qui ne sont pas loin de nous, je pense que quand vous dites, vous attribuez à Alpha Condé, oui, mais il y a des gens qui nous écoutent. Ah, d'accord, je ne savais pas. Je dis que parce que ceux qui savent l'histoire du RPG savent que quand vous parlez de et je ne sais pas pourquoi le grand frère Sidimé a la mine serrée, quand vous parlez du RPZ et que vous dites Alpha est père fondateur, c'est quand même un autre débat, hein, c'est pas l'objet, mais il est je pense que ce serait plus judicieux de dire qu'il est l'un des membres fondateurs du RPZ parce que le RPZ c'est quand même une sorte de fusion, hein, quand on voit son histoire, mais il reste quand même la figure emblématique de ce parti qui a toujours porté le flambeau du RPZ et jusqu'au RPZ le président inamovible. Maintenant, par rapport au sujet, vous avez parlé de malaise. Oui, malaise il y a. Parce qu'on n'a pas pu encore s'accorder sur la conduite à tenir d'abord. Ensuite, on n'a pas pu s'accorder sur une personnalité qui pourrait conduire le parti, qui est une conséquence du fait que depuis très longtemps, le parti n'a pas fait de congrès. Et donc, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de légitimité au sein du parti, qui fait que dès que le président n'est pas là, que c'est lui qui est censé prendre le contrôle du parti quand le président n'est pas là. Ce mécanisme n'existe pas au sein du RPZ. Tout ce qu'on connaît au RPZ, c'est Alpha Condé, c'est Saloum Cissé qui est le secrétaire général, c'est Nantou Chérif qui est la coordinatrice, c'est le vieux qui est directeur, comment on appelle, je pense Mbani, hein, qui est le responsable de la jeunesse, et puis le grand frère Touré qui était au niveau de la communication. Mais vous n'avez même pas 10 personnes qui sont connues comme étant des responsables du parti, du RPZ, et puis du RPZ Arc-en-Ciel, parce que c'est son nom désormais. Donc, c'est le malaise dont vous parlez n'est que la conséquence du fait que depuis là, on n'a pas fait de congrès. Il n'y a pas vraiment des gens qui occupent des postes où ils ont une certaine légitimité et un mécanisme mis en place pour dire que quand le président n'est pas là, voilà, c'est lui qui est censé coordonner le parti jusqu'à l'organisation d'un congrès au cours duquel congrès la légitimité sera donnée et qu'on appelle la souveraineté sera donnée aux congressistes pour élire un nouveau président. Il n'y a pas ça au sein du RPZ. Donc, ce que nous sommes en train de vivre d'abord est la conséquence de ça. Deuxième chose. Je ne vois pas. Je vous redonnerai la parole juste après cette obligation commerciale. Ne partez surtout pas. On poursuit l'émission juste après. Événement à Dapomedi.